Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Nous allons parler ici des caractéristiques physiques des espèces chimiques. Alors, si nous regardons l'image que voici, nous avons deux substances chimiques blanchâtres qui se ressemblent fortement. L'une est de l'aspirine, l'autre est de l'acide salicylique. La question c'est laquelle? L'acide salicylique est blanc, l'aspirine est blanc. Nous savons que ce sont deux molécules de composition chimique différentes, mais visuellement, il est très difficile de distinguer l'une de l'autre. Donc le chimiste peut être amené à se poser la question suivante, comment différencier des espèces chimiques entre elles? Alors pour répondre à cette question, nous allons commencer par aller voir sur internet ce qui différencie l'acide salicylique de l'aspirine. Je vais aller par exemple sur Wikipédia, et sur Wikipédia on s'aperçoit que l'acide salicylique possède des caractéristiques. Donc bien sûr, nous retrouvons la formule brute de l'acide salicylique, molécule qui est représentée ici, et nous apercevons qu'elle possède également des propriétés physiques, température de fusion, température d'ébullition, masse volumique, densité, indice de réfraction. Alors si on regarde maintenant la même chose, mais pour l'aspirine, on retrouve des caractéristiques, bien sûr la formule brute, on retrouve une température de fusion, d'ébullition, une masse volumique, densité, mais on s'aperçoit que les valeurs ne sont pas les mêmes. La température de fusion n'est pas la même pour l'acide acétylsalicylique que l'acide salicylique. De même pour la masse volumique. Alors c'est très proche quand même ici. La densité, l'indice de réfraction. Donc nous apercevons qu'il y a des différences entre les caractéristiques physiques de ces deux espèces chimiques. Ainsi, on se rappellera que toutes les espèces chimiques ont leurs propres caractéristiques physiques. Alors examinons à présent les caractéristiques ici présentes sur ce document. Alors, tout d'abord, nous allons parler des températures de changement d'état de la matière. Vous vous rappelez que la matière existe sous trois états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. La matière passe d'un état à l'autre en fonction de la température, de la pression. Et le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la fusion. Inversement, le liquide peut repasser à l'état solide, c'est ce qu'on appelle alors la solidification. Ainsi, tous les changements d'état portent des noms, qu'on va rappeler. Le passage de l'état solide à l'état gazeux, c'est ce qui s'appelle la sublimation. L'inverse, ça s'appelle la condensation. Et le passage de l'état liquide à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle la vaporisation. Et l'inverse, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Alors, le passage d'un état à l'autre se fait à une température donnée. La température de fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Et cette température est une caractéristique des espèces chimiques. Alors cette température sera notée TF, F comme fusion, ou θF, θ la lettre grecque. Ensuite, pour la température d'ébullition, même principe, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux qui se fait à une température donnée. Et cette température sera notée TEB, EB comme ébullition. Alors, pour illustrer ces deux définitions, nous allons prendre quelques exemples. Tout d'abord, prenons l'exemple classique de l'eau à la pression atmosphérique. Oui, en effet, je mets la pression atmosphérique parce que, vous l'avez remarqué, dans la définition, les températures d'ébullition et de fusion dépendent de la pression ambiante. Donc, pour représenter les températures d'ébullition et de fusion, je vais tracer un axe représentant l'évolution de la température. Donc ceci est la température. Et donc, vous savez que l'eau passe de l'état de glace à l'état liquide à 0 degré. Donc, sur mon axe, je peux repérer la valeur 0 degré. De même, l'eau liquide passe à l'état gazeux à 100 degrés Celsius. Donc sur mon axe, je peux repérer la valeur 100 degrés Celsius. Ainsi, je vais définir trois domaines qui correspondent aux trois états de la matière. Donc à gauche du 0 degré se situe l'état solide. Si de l'eau a une température inférieure à 0 degré,
ça veut dire qu'à la pression atmosphérique, cette eau est forcément à l'état solide. Ensuite, si cette eau a une température comprise entre 0 et 100 degrés Celsius, l'eau sera forcément à l'état liquide. Et ensuite, si la température de l'eau est supérieure à 100 degrés Celsius, l'eau sera forcément à l'état de gaz. Et donc, pour une température ambiante d'environ 20 degrés c'est situé à peu près ici, voilà, à cette température ambiante, on peut dire que l'eau est à l'état liquide. Alors prenons un autre exemple. L'exemple ici du cuivre à la pression atmosphérique. Alors le cuivre existe sous les trois états, solide, liquide, gaz. Les températures d'ébullition, de fusion pardon, ici et d'ébullition ici sont bien sûr différentes de celles de l'eau. Et à 20 degrés Celsius, c'est une température bien inférieure à 1084 degrés, donc une température située dans la partie gauche de mon diagramme, c'est-à-dire dans la partie solide. C'est pour ça que le cuivre, à la température ambiante et à la pression atmosphérique, est à l'état solide. Maintenant, si on chauffe du cuivre et qu'on dépasse les 1084 degrés, donc si on se situe par exemple ici, nous aurons du cuivre à l'état liquide, et nous pourrons même avoir du cuivre à l'état gazeux si nous parvenons à dépasser les 2562 degrés, et donc de se retrouver dans la partie droite de mon diagramme. Alors nous avons donc défini deux caractéristiques, température d'ébullition, température de fusion. Voyons à présent une nouvelle caractéristique, la masse volumique. Alors pour comprendre ce qu'est la masse volumique, je vais utiliser une animation que vous pouvez vous-même utiliser à l'adresse indiquée sur le site de PHET. Alors, rapprochons-nous, voilà, on va modifier le cadre ici. Donc cette simulation, on va zoomer un petit peu pour bien comprendre ce dont il s'agit, nous permet de choisir un matériau. Par exemple ici j'ai choisi de l'aluminium, nous permet de modifier sa masse ou modifier son volume. Je vais revenir à une taille normale pour pouvoir la manipuler. Voici. Donc si je prends un volume plus important, la masse change, hein, et je m'aperçois que 2 litres, donc un cube de 2 litres d'aluminium aurait une masse de 5,4 grammes. Si je change la nature du matériau, par exemple je prends de la brique, je m'aperçois que 2 litres de brique, un volume de 2 litres de brique, n'aurait pas la même masse et aurait seulement une masse de 4 kg. Si je modifie ce volume, je le double par exemple, je passe à 4 litres, environ ici, je double également la masse. Il y a donc deux choses. Première chose, chaque matériau d'un volume donné a sa propre masse. Et en plus de ça, le rapport entre la masse et le volume est toujours le même. Et le rapport ici vaut 2. C'est ce qu'on voit également apparaître ici. Il est indiqué qu'il y a 2 kg pour 1 litre. Et bien ce 2 kg pour 1 litre, c'est ce qu'on appelle la masse volumique. Et cette masse volumique dépend du matériau choisi. Pour le bois, la masse volumique vaut 0,4 kg par litre. Autrement dit, il y a un rapport de 0,4 entre la masse indiquée ici et son volume. Donc on se rappellera qu'un corps possède deux caractéristiques qui sont la masse et le volume, la masse que l'on va noter petit m et le volume qu'on va noter grand V. Et entre la masse et le volume, il y a un rapport qui est constant, et ce rapport, c'est ce qu'on appelle la masse volumique de ce corps. Alors la masse volumique de ce corps, on aura pour habitude de la noter ρ, lettre grecque, et cette masse volumique se calcule à partir de la masse petit m et du volume grand V. Alors c'est donc une formule qu'il va falloir retenir, ρ égale m sur V, et pour l'appliquer, il faudra respecter des unités. Donc l'unité de la masse, c'est le gramme, l'unité du volume, c'est le litre. Ainsi,
La masse volumique aura pour unité le gramme par le litre. Gramme par litre, qu'on note également gramme, litre, moins 1, avec un petit point ici. Voilà. Alors on peut prendre un exemple pour illustrer cette formule. Nous avons ici le cas du bois. Nous voyons que la masse de bois ici vaut 2 kg, donc petit m égale 2 kg. Pour appliquer la formule de la masse volumique, je vais convertir cette masse en grammes, 2000 grammes. Le volume est égal à 5 litres. C'est l'unité que je dois utiliser dans ma formule. Et donc pour calculer la masse volumique, ρ du bois est égal à 2000 divisé par 5. C'est-à-dire 400 grammes par litre. Enfin, dernière caractéristique, la densité. Alors pour parler de la densité, je vais reprendre l'animation de tout à l'heure, qui n'est plus là. Non plus. Bon. Alors, dernière caractéristique que nous allons voir tout de suite, c'est la densité. Pour cela, je vais reprendre l'animation précédente. Alors, ici nous avons l'exemple du bois, et puis nous allons nous amuser à mettre ces matériaux dans l'eau. Nous apercevons que le bois flotte, hein, quel que soit le volume de bois choisi, hein, que ce soit 4 kg de bois ou 0,4 kg de bois, il flotte. Si nous changeons la nature du matériau, par exemple des briques, il coule. Eh bien, nous allons nous rendre compte que si je choisis des caractéristiques physiques particulières pour le matériau, celui-ci peut flotter ou couler. En effet, si je prends un matériau dont la masse volumique est inférieure à 1, je m'aperçois qu'il va toujours couler. Alors que si la masse volumique est supérieure à 1 kg par litre, l'objet va couler. Et 1 kg par litre, c'est exactement la masse volumique de l'eau. Donc on a introduit ainsi une nouvelle grandeur qu'on appelle la densité. Donc on peut noter une définition pour cette densité. La voici, la densité d'un corps, solide ou liquide, est le rapport de sa masse volumique avec la masse volumique de l'eau. Alors on peut calculer une densité en effectuant l'opération suivante. La densité qu'on va noter petit d se calcule en effectuant le rapport entre la masse volumique du corps et la masse volumique de l'eau. Voici. Donc il faudra préciser à chaque fois de quoi on parle. Ici on parle de la masse volumique d'un corps donné, donc il faudra indiquer qu'il s'agit de quel corps il s'agit. Densité du corps correspond à la masse volumique de ce corps divisée par la masse volumique de l'eau. Avec une chose à connaître, la masse volumique de l'eau qui vaut 1000 grammes par litre. C'est-à-dire 1 kg pour 1 litre. 1 litre d'eau pèse 1 kg. Alors il faudra respecter les unités dans cette formule, hein, la densité, la masse volumique et la masse volumique de l'eau. Tout d'abord, la masse volumique, on sait que c'est en grammes par litre, et comme on a un rapport de masse volumique, la densité sera une grandeur sans unité. Pour terminer, nous rappellerons d'une chose, si la densité est supérieure à 1, c'est ce que nous avons vu dans le cas du bois, le cas de la brique par exemple, sa densité est plus grande que 1, alors le corps coule, et si sa densité est inférieure à 1, le corps flotte. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.